Il s'agit de la toute première palme d'or pour la Corée du Sud. C'est le César tout entier de la part de Bong Joon-ho et accessoirement la mienne. Parasite. Né le 14 septembre 1969 à Daegu, en Corée du Sud, le cinéaste Bong Joon-ho est le cadet d'une famille de 4 enfants. Dès l'enfance, le futur scénariste et metteur en scène s'épanouit dans un univers artistique. Son père, Bong Sang-yoon, était graphiste et professeur d'art appliqué à l'université des femmes de Yonsung. Du côté de sa mère, son grand-père, Park Tae-won, était poète et romancier. Dès l'âge de 5 ans, il imite le travail de son père et pratique déjà la bande dessinée et le storyboarding. Lors de son adolescence, Bong Joon-ho souhaite déjà devenir réalisateur, mais il intègre finalement un cursus de sociologie, un domaine qui deviendra par la suite la pierre angulaire de son cinéma. Il intègre à la fin des années 80 l'université privée de Yonsei à Séoul. Celle-ci est considérée encore aujourd'hui comme l'une des 3 plus prestigieuses facultés du pays. Ce campus est connu notamment pour être l'un des foyers du mouvement démocratique sud-coréen qui a marqué l'histoire du pays à partir de 1987. Bong Joon-ho a fait partie des nombreux manifestants, tout comme son ami Jang Joon-han, réalisateur de Save the Green Planet et de 1987 When the Day Comes, film qui met en image les célèbres manifestations démocratiques de juin. Bong Joon-ho a d'ailleurs raconté en interview s'être fait gazer à multiples reprises durant ce mouvement historique. Avec des étudiants des universités voisines de Yonsei, Bong Joon-ho cofonde un ciné-club nommé le Yellow Door. Il y partage notamment son amour pour le travail d'Edward Yang, Woo Xiaoxian et Shohei Imamura, qui figurent parmi ses cinéastes favoris de l'époque. Il y fait ses premières armes en réalisant 2 courts-métrages, Looking for Paradise, tourné en stop-motion, et un court-métrage en 16 mm intitulé Baeksekin, White Man. Il intègre par la suite la CAFA, l'Académie coréenne des arts cinématographiques, pendant 2 ans. Il y tourne 2 nouveaux courts-métrages en 16 mm, Incohérence, une comédie noire politisée, et Memories in My Frame. Les 2 films seront d'ailleurs projetés aux festivals internationaux de Hong Kong et Vancouver. Pendant cette période, il est également directeur de la photographie sur le premier court-métrage de Jang Joon-wan, 2001 Imagine, et comme technicien lumière sur 2 autres courts-métrages. Après avoir fini ses études en gagnant difficilement sa vie, il passe environ 5 ans à travailler sur différents scénarios pour d'autres réalisateurs. Tout d'abord, il obtient un crédit partiel pour le film d'anthologie 7 Reasons Why Beer is Better Than a Lover. Puis il devient scénariste et assistant réalisateur du mélodrame Motel Cactus de Park Kin-young. Et enfin, il co-scénarise avec son compère Jang Joon-wan le thriller fantastique Phantom de Submarine de Min Byung-chun. Son travail sur ces 2 longs métrages vont ouvrir les portes du premier long métrage de Bong Joon-ho avec la comédie noire Barking Dog. Producteur de Motel Cactus et de Phantom de Submarine, Cha Seung-jae donne sa chance à Bong Joon-ho en finançant son premier long métrage. Barking Dog raconte l'histoire d'un jeune diplômé au chômage qui se frotte à la dure réalité du monde du travail. Les places disponibles sont peu nombreuses et beaucoup trop chères pour des personnes sans expérience. La pression sociale augmente, tandis que les perspectives d'avenir s'amenuisent. Le moral chute pendant que la rage intérieure fait le chemin inverse, quand soudain l'aboiement des chiens du voisinage viennent tout faire basculer. Comme de nombreux premiers films, Barking Dog n'échappe pas à la règle du galop d'essai. Les ambitions de Bong Joon-ho sont bien visibles, mais les hésitations et les longueurs parasitent notre attention. Malgré son manque de mordant, le cinéaste critique ouvertement et symboliquement le fonctionnement de la société coréenne et son impact sur la population. Pour ce faire, il n'hésite pas à utiliser le langage cinématographique dans des moments clés de l'intrigue. Un travelling compensé pour souligner le malaise d'une situation ou en filmant la façade d'un immeuble comme une prison métaphorique. On peut également y voir un double sens caché, car Bong Joon-ho a tourné cette comédie noire dans le complexe d'appartements où il a vécu après son mariage. Bien qu'il n'ait pas suscité beaucoup d'intérêt pour le public et qu'il soit aujourd'hui renié par son auteur, Barking Dog a été accueilli plutôt positivement par la critique et a eu l'honneur d'être sélectionné au Festival international du film de San Sebastian et de remporter 3 prix dans les festivals de Slamdance, Hong Kong et Munich. Son second long métrage va radicalement et à juste titre propulser Bong Joon-ho sous les feux des projecteurs. Basé sur l'histoire vraie du premier tueur en série de l'histoire coréenne entre 1986 et 1991 dans la région de Hwasong,
Memories of Murder est adapté de la pièce de théâtre Venez le voir, écrit et mis en scène par le poète Kim Wang-rim. Pour parfaire ce projet, Bong Joon-ho et son co-scénariste Shim Sung-bo passent plus d'1 an à rassembler toutes les informations possibles sur cette affaire tragique. Ils vont même jusqu'à rencontrer les policiers et les journalistes de l'époque qui ont travaillé sur ces meurtres. Afin de soigner sa mise en scène, Bong Joon-ho opte pour une approche originale et quasi-documentaire qui tranche radicalement avec le sensationnalisme qui prédomine dans la majeure partie des polars occidentaux. Le cinéaste va même encore plus loin, en utilisant régulièrement des ruptures de ton tragi-comique. Un choix qui tend à ridiculiser les policiers en charge de l'enquête, tout en pointant l'incompétence et la dangerosité de leur méthode. On est une fois encore très loin des poncifs du genre qui privilégient généralement les policiers sombres et torturés. Une prise de risque satirique et audacieuse qui pointe du doigt cette époque transitoire qu'a connue la Corée du Sud. Celle entre un régime militaire puis démocratique, marqué par la corruption qui entraîna notamment les nombreuses contestations étudiantes citées auparavant. Contrairement à Barking Dog, la carrière sur les écrans de Memories of Murder rencontre très logiquement le succès. Les critiques, tout comme le public, l'accueillent avec la même ferveur. Memories of Murder totalise plus de 5 millions d'entrées sur l'ensemble du territoire sud-coréen. À travers le monde, il remporte de nombreux prix, dont 4 au Festival du film policier de Cognac en 2004. Avant son 3e long métrage, Bong Joon-ho revient au court métrage dans le cadre de 2 longs métrages à sketch. Le premier d'entre eux, 20 Identity, est un long métrage d'anthologie qui marque le 20e anniversaire de la Korean Film Academy. Pour le fêter, 10 cinéastes viennent livrer chacun un court métrage. Le segment de Bong Joon-ho, titré Sink and Rise, est un plan séquence de 6 minutes qui préfigure déjà le futur The Host dans son approche. Point de monstre ici, mais on y retrouve déjà l'acteur Byun Hee-bong dans le même rôle d'un propriétaire d'un petit snack le long de la rivière Han. Celle-ci possédant déjà des propriétés pour le moins étranges. Pour les plus curieux d'entre vous, le film est disponible sur la chaîne YouTube de Korea Film Festival de Florence en VO non sous-titré. Le lien est dans la description. Jeonju Digital Projects est le second long métrage à sketch où participe Bong Joon-ho, accompagné de Seo Ishii et Yoo Lik-wai, dans le cadre du Festival international du film de Jeonju. Composé de 3 segments, c'est le cinéaste coréen qui ouvre ce film anthologique avec Influenza. Œuvre conceptuelle d'une petite trentaine de minutes, il narre le quotidien d'un homme et son basculement vers la violence captée exclusivement par des caméras de surveillance. Le cinéaste interroge encore une fois son pays, tout en dénonçant la surveillance de masse qui crée une sensation d'insécurité grandissante. Par la suite, il retrouve le rôle de co-scénariste pour le premier long métrage du cinéaste Yim Pil-sung avec le thriller psychologique Antarctic Journal. Tourné dans une région glaciaire de la Nouvelle-Zélande, ce long métrage d'environ 2 heures nous entraîne dans une expédition qui souhaite atteindre le pôle sud d'inaccessibilité, le point du continent antarctique le plus éloigné de toute côte. Au fur et à mesure de l'avancée de leur périple, l'équipe va succomber progressivement à la folie après avoir découvert le journal d'une précédente exploration. Construit essentiellement sur l'évolution de ses personnages, Antarctic Journal porte indéniablement la patte de Bong Joon-ho, tant la noirceur est omniprésente. Le rythme particulièrement lent favorise la sensation d'une folie lancinante qui semble rôder autour des 6 explorateurs. Malgré une campagne timide dans les festivals, Antarctic Journal a toutefois remporté le prix Orient Express lors du Festival international du film de Catalogne à Sitges en 2005. Portrait d'une famille en marge de la société coréenne, The Host est un film à la croisée des genres. Il est à la fois un film de monstres proche des kaiju eiga japonais, un mélodrame intimiste, une comédie noire et une satire politique. L'origine du projet remonte à un souvenir d'un Bong Joon-ho rêveur et adolescent qui s'imagine voir apparaître Nessie, la créature du Loch Ness, dans la rivière Han. Le point de départ est là, mais pourtant tout reste à créer autour. Pour ce faire, le réalisateur va une nouvelle fois s'inspirer de faits réels. Nous l'avions déjà évoqué en filigrane, Bong Joon-ho est un cinéaste politique. En ce sens, The Host en est l'un de ses films les plus évocateurs, tant cette dimension est omniprésente. En plus de passer au crible la société coréenne, cette fois-ci, c'est la présence américaine sur le territoire qui est la cible majeure du réalisateur. La scène d'introduction fait référence au déversement de formol dans la rivière Han par un entrepreneur de pompes funèbres au début des années 2000. L'agent jaune utilisé pour combattre le monstre est quant à lui une charge contre l'agent orange utilisé pendant la guerre du Vietnam par les Américains.
Il est à noter également que The Host possède en son sein de nombreuses similitudes avec Le Cygne de M. Night Shyamalan, tout simplement car ce film est une influence pour le réalisateur coréen. En effet, tous deux possèdent une intrigue qui se passe dans un lieu banal et familier, qui va se retrouver bouleversé par un élément perturbateur et fantastique sur lequel va se reconstruire des liens familiaux mis à mal. Sur ce dernier point, on peut d'ailleurs y voir une référence au cinéma de Steven Spielberg, notamment à La Guerre des mondes, sorti un an plus tôt, avec lequel il partage ce thème similaire. The Host triomphe dans son pays et demeure encore aujourd'hui le premier film du réalisateur au box-office sur le territoire sud-coréen. À tel point qu'une suite est envisagée très rapidement, mais le projet demeure enterré depuis, il n'en subsiste qu'un teaser promotionnel. À l'international, le film jouit d'une très belle carrière en festival, puis dans les salles. Il sera notamment présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes de 2006. Le film sera récompensé au pays du matin calme avec le prix du meilleur film au Blue Dragon Film Awards, l'équivalent de nos Césars. Le metteur en scène continue sur sa lancée avec un retour au long métrage d'anthologie, Tokyo, composé de 3 courts-métrages d'une trentaine de minutes tournés comme son nom l'indique dans la capitale nippone. Accompagné de 2 réalisateurs français, Léos Carax et Michel Gondry, Bong Joon-ho met en scène le dernier segment intitulé Checking Tokyo. On y suit le quotidien d'un homme coupé du monde depuis 10 ans qui voit son destin chamboulé après sa rencontre avec une livreuse de pizza qui s'évanouit chez lui lors d'un tremblement de terre. Onirique et teinté de dystopie symbolique, Bong Joon-ho signe ici un film minimaliste et touchant sur la thématique du coup de foudre. À noter que Tokyo a été nommé dans une poignée de festivals à travers le monde. En 2009, il marque une pause plus confidentielle et intimiste avec le film Mother. Long métrage qui raconte l'histoire d'une femme qui cherche par tous les moyens de prouver l'innocence de son fils, souffrant de déficience mentale léger, qui est accusé de meurtre. Pour incarner ce combat d'une mère, le cinéaste choisit l'actrice Kim Ye-ja, connue en Corée pour avoir interprété à de multiples reprises le rôle d'une mère dans de nombreux dramas coréens. Par ce choix, Bong Joon-ho joue habilement avec cette figure devenue iconique tout en prenant le contre-pied du registre de la comédienne. En se focalisant principalement sur ce personnage de la mère, le cinéaste favorise son analyse de la cellule familiale plutôt que son pays. Ce qui n'empêche pas Bong Joon-ho de se moquer de son pays quand il en a l'occasion. À titre d'exemple, la séquence où l'avocat convie sa cliente dans un noraebang, bar karaoké coréen, plutôt qu'à son bureau est lourde de sens. Comme l'ensemble de sa filmographie, Mother se situe également à la croisée des genres. Une tragicomédie qui flirte avec les codes du polar, accompagnée d'une folle histoire d'amour d'une mère pour son fils. Malgré son succès dans plusieurs festivals à travers le monde, Mother a très peu rencontré son public dans les salles et reste encore aujourd'hui très peu cité. Pourtant, malgré son statut confidentiel, il est une synthèse de ses 2 films précédents et porte indéniablement la marque de son auteur. À savoir, un thriller qui traite en toile de fond de l'attachement, ici disproportionné, d'une mère pour son fils, tout comme celui du père pour sa fille dans The Host. C'est à juste titre que Bong Joon-ho remporta le titre du meilleur film au Blue Dragon Film Awards pour la seconde fois. Faisant une nouvelle pause entre 2 longs métrages, Bong Joon-ho rejoint l'appel de la cinéaste japonaise Naomi Kawase afin de réaliser l'un des segments du film d'anthologie 3.11 A Sense of Home. Le film est réalisé en l'honneur des victimes du tremblement de terre de Tohoku du 3 mars 2011. Le film se compose de 21 courts-métrages d'une durée de 3 minutes et 11 secondes, hommage à la date du tragique événement. Parmi les cinéastes asiatiques prestigieux qui ont participé à cet omnibus, on retrouve aux côtés de Naomi Kawase et Bong Joon-ho, le réalisateur de A Touch of Sin, Ja Jong-keuk, et celui de Oncle Bunmi, Apichatong Werasetakol. Le segment réalisé par Bong Joon-ho, titré Iki, raconte l'histoire d'une femme qui parcourt la plage à marée haute et trouve accidentellement une petite fille allongée sur la plage. La question se pose alors de savoir si elle est morte ou bien vivante. Avec son 5e long métrage, Bong Joon-ho change radicalement de dimension. Relecture de l'Arche de Noé en mode science-fiction, Snowpiercer réunit un casting international et est tourné majoritairement en langue anglaise. Adapté de la bande dessinée française Le Transperce-Neige créée par Jacques Loeb et Jean-Marc Rochette, le long métrage est un projet tellement fou et ambitieux qu'il demande beaucoup plus de préparation que prévu pour qu'il puisse se mettre sur les bons rails. L'origine du projet est tout aussi incroyable. En 2004, alors qu'il est en pleine pré-production de The Host, Bong Joon-ho découvre une version pirate de la bande dessinée dans une boutique de Séoul. Fasciné par elle, il en parle rapidement à Park Chan-wook et Lee Tae-hoon qui souhaitent produire un film du cinéaste. Ils obtiennent les droits 2 ans plus tard, bien aidés par le succès de The Host.
La durée de développement du script se prolonge pendant 4 ans, permettant à Bong Joon-ho de réaliser successivement le segment Checking Tokyo puis son 4e long métrage Mother. Impossible à tourner en Corée du Sud, les prises de vue sont délocalisées dans le studio Barrandov de Prague. Le tournage s'avère difficile pour le cinéaste car nettement plus serré que ses autres productions. Allégorie évidente de la lutte des classes dans un univers dystopique, Snowpiercer est une habile réappropriation du média originel. Le cinéaste, aidé sur les derniers jets du film par le scénariste Kelly Masterson, ne garde finalement que le concept de la bande dessinée et ses thématiques, et en redessine tous les contours. Les personnages ne sont plus les mêmes, mais l'essence est là. Malgré toutes ces modifications, Jean-Marc Rochette est particulièrement ému et fier du résultat à l'écran. Il apparaît d'ailleurs dans le film en tant que figurant aux côtés de son collègue scénariste Benjamin Lecran. Au-delà de la critique du capitalisme et de la dictature qui est souvent associée, Snowpiercer renoue avec la portée écologique de The Host, puis plus tard dans Okja. Propos qui prend place via le contexte de l'ère glaciaire causée par les humains dans son combat contre le réchauffement climatique. La carrière du film sur les écrans français est un carton. En seulement une semaine d'exploitation, il prend la tête du box-office français. Une première pour un film réalisé par un cinéaste coréen. In fine, il totalise 6 778 049 entrées en salle. Il faudra attendre 6 ans pour que ce record soit battu par un autre film du même réalisateur. Producteur de Sea Fog, sous-titré Les Clandestins en France, Bong Joon-ho retrouve son co-scénariste de Memories of Murder, Shim Sung-bo. Collaborant tous deux à l'écriture du projet, les deux compères renouent avec une histoire inspirée de faits réels. Celle de passagers clandestins chinois qui sont morts de suffocation dans la cale d'un bateau de pêche coréen. Autre point commun avec le célèbre polar du cinéaste, Sea Fog est également une adaptation libre d'une pièce de théâtre dont les deux scénaristes ne gardent que l'essence. Il est intéressant de noter que la compagnie théâtrale Yeonwoo Productions, qui est derrière le projet initial, est également la même que celle de Memories of Murder. À travers ce film, Shim Sung-bo désirait questionner la nature humaine et ses réactions face à la multitude d'événements inattendus. Comme Bong Joon-ho et lui l'ont démontré auparavant, la noirceur n'est jamais bien loin. Au fur et à mesure des péripéties, celle-ci ne tarde à venir happer les différents protagonistes dans un épais brouillard, aussi symbolique que réel, dont il est impossible d'en ressortir indemne. Pendant un verse de The Host, Okja est le 6e long métrage du réalisateur coréen. Les deux films possèdent en commun leur portée écologique, à la différence près qu'il s'agit cette fois d'un gentil animal géant plutôt qu'un monstre dangereux. Considéré à tort comme un film pro-vegan, il porte toutefois en son sein une sérieuse critique de l'industrie agroalimentaire. Coécrit avec l'auteur du best-seller Les chèvres du Pentagone, John Ronson, Okja raconte le combat de Midja qui souhaite retrouver son super cochon, génétiquement modifié, enlevé par une multinationale fictive. L'entité ayant pour nom Miranda Corporation, il est facile d'y voir une satire plutôt explicite de Monsanto grâce à sa subtile homophonie. Porté par un casting international, les mésaventures d'Okja et Midja se déroulent entre la Corée du Sud et les États-Unis. Avec ce long métrage, Bong Joon-ho met en scène une très belle fable écologique doublée d'une charge anticapitaliste. Il est intéressant de noter que le film est très souvent cité comme étant situé à la croisée d'un E.T. de Steven Spielberg et de Mon voisin Totoro d'Hayao Miyazaki. Le cinéaste coréen fait notamment une référence claire au film de son homologue japonais au détour d'une scène pourtant anodine. Fidèle à ses habitudes, Bong Joon-ho a souvent recours au second degré et à la comédie, mais cette fois-ci le burlesque est poussé bien plus à l'extrême qu'à l'accoutumée. La présence de Netflix aidant, ce choix assumé du cinéaste est loin d'être anodin. Ainsi, le ton d'Okja est visiblement plus grand public que d'habitude et permet au cinéaste de délivrer son message au plus grand nombre. Si toutefois nous ne sommes pas hermétiques à la dérision et à l'humour potache. D'autre part, l'hégémonie de cette tonalité accourt dans toutes les strates et les différents protagonistes qui croisent la route de la créature Okja et de son amie humaine Midja. Grâce à cela, le cinéaste tente de décrédibiliser toutes les personnes et institutions qui veulent profiter de cette situation. Il est clair que le réalisateur épouse le point de vue de Midja et prend clairement parti pour sa relation d'amour amicale avec Okja. De plus, le choix de travailler avec Netflix, tandis que la société Plan B de Brad Pitt est également parmi les producteurs, permet à Bong Joon-ho de jouir d'une certaine liberté artistique. Une leçon qu'il a tirée suite aux mésaventures avec la Weinstein Company qui souhaitait réduire la durée de Snowpiercer et ajouter une voix off. L'objectif des Américains était que l'œuvre soit plus compréhensible pour les spectateurs outre-Atlantique. Fort heureusement pour le réalisateur coréen, son film fut plus intouchable qu'Harvey Weinstein.
Malgré les sifflets et le débat autour de Netflix qui ont parasité sa diffusion au Festival de Cannes, Okja est un succès critique unanime. Bien qu'il reparte bredouille, il est acclamé autant par le public que la presse à travers le monde. Amorcé en 2013 pendant qu'il finalisait Snowpiercer, l'origine de Parasite venait du conseil d'un comédien de théâtre proche de Bong Joon-ho qui l'encourageait à écrire une pièce. L'histoire était basée sur l'expérience passée du comédien en tant que tuteur d'une riche famille de Séoul quand il avait la vingtaine. Bien qu'il avait auparavant déjà écrit un traitement d'une quinzaine de pages, ce n'est qu'après la sortie d'Okja que Bong Joon-ho se consacre totalement au projet. Après 3 mois de travail d'écriture intense, le premier jet du scénario est prêt et il est ensuite finalisé avec son co-scénariste Han Jin-won. Parmi les inspirations de son histoire, le cinéaste cite ouvertement le film La Servante de Kim Ki-young. Ce long métrage réalisé pendant les années 60 est souvent considéré comme étant une des pierres fondatrices du thriller en Asie. L'autre influence importante pour le réalisateur est d'origine française, il s'agit du fait divers de l'affaire Papin. L'histoire de 2 sœurs qui ont tué leur patronne et sa fille après plusieurs excès de colère de la maîtresse de maison, ce qui a fini par dégénérer jusqu'au drame, adapté notamment au cinéma dans La Cérémonie de Claude Chabrol. Cette affaire a permis de faire émerger la thèse de la lutte des classes pour en expliquer le crime. Anecdote plus légère, il est à noter que l'allergie à la pêche de l'ancienne gouvernante des parcs est inspirée de cette même allergie qu'avait un ami d'université de Bang. Thriller maîtrisé de bout en bout, Parasite raconte l'histoire d'une famille au chômage, les Kitek, qui vont se retrouver progressivement à travailler pour la richissime famille Park. Mais par la suite, les Kitek vont se retrouver piégés dans un mécanisme incontrôlable dont ils ne sortiront pas indemnes. Comme toujours, Bong Joon-ho navigue avec virtuosité entre les genres. De la même manière, il enchaîne les multiples rebondissements avec une aisance déconcertante. Il est d'ailleurs quasiment impossible de s'ennuyer un seul instant, tant l'intrigue menée tambour battant nous tient constamment en haleine. Parasite est de toute évidence le portrait idéal de notre société libérale et de la lutte des classes qu'elle engendre à cause d'un flot d'inégalités constant. Ce qui fait de lui le manifeste libertaire idéal pour représenter par l'image ce qu'est la hiérarchisation verticale, comme le faisait en son temps Metropolis de Fritz Lang. C'est donc en toute logique que Parasite est maintenant entré dans l'histoire du cinéma. Son incroyable parcours dans les festivals et la multitude de prix qu'il a reçus en est la preuve. Il est aujourd'hui le premier film coréen à remporter la Palme d'Or avec l'unanimité du jury et le premier film en langue non anglaise à remporter l'Oscar du meilleur film. Sa carrière dans les salles françaises est tout aussi prestigieuse. Grâce à ses quasiment 2 millions d'entrées, le film est propulsé aux yeux du grand public grâce à ses versions doublées en français et en noir et blanc. Ce que l'on peut retenir de la carrière de Bong Joon-ho, tout comme celle de ses confrères Park Chan-wook et Kim Ji-won, c'est que leur style enragé à la croisée des genres ont su imposer leur vision et leur langage cinématographique en participant à créer une forme de nouvelle vague du cinéma sud-coréen. Une éclosion qui a été possible grâce à la politique des quotas adoptée par le pays en 1985 pour protéger l'industrie cinématographique coréenne face à la surreprésentation du cinéma américain sur le territoire. Grâce à cela, le pays du matin calme favorise depuis l'émergence récurrente de nombreux cinéastes qui ont eux aussi beaucoup de choses à dire. Parmi eux, on peut citer Na Hong-jin, Yeon Sang-ho ou encore Jang Chol-soo. En plus d'inspirer les cinéastes de son pays, le style novateur de Bong Joon-ho a su influencer des cinéastes confirmés ou non. Il est évident que le chef-d'œuvre visionnaire qu'est Memories of Murder a eu un impact indéniable sur des thrillers modernes comme Zodiac de David Fincher, La Isla Minima de Alberto Rodriguez ou encore Avec une pluie sans fin de Dong Yu. Fort heureusement, nous ne sommes pas encore près de voir la carrière de Bong Joon-ho s'arrêter en si bon chemin, car le cinéaste multiplie déjà les projets. Il fait notamment partie de l'équipe de production qui supervise la série dérivée de son adaptation Snowpiercer, dont l'intrigue se situe plusieurs années avant celle du film. Actuellement diffusé sur la plateforme Netflix, le show bénéficie d'ailleurs de la présence dans son casting de l'actrice américaine Jennifer Connelly. Elle y interprète un personnage proche de celui incarné par Tilda Swinton dans le film éponyme. Le réalisateur sud-coréen est loin de chômer car il développe actuellement 2 nouveaux projets de long métrage. Tous 2 sont des œuvres modestes dans la lignée de Mother et Parasite selon l'auteur. Le premier est un thriller qui se passera en partie à Séoul et mêlera des éléments d'action et d'horreur. Quant au second, il s'agit d'un drame tiré d'une histoire vraie qui a eu lieu en 2016, dont l'action sera située entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Pour conclure, nous pouvons déjà retenir de Bong Joon-ho qu'il est un cinéaste politique majeur et qu'il fait dorénavant partie des plus grands auteurs de son temps. Il rejoint ainsi le panthéon des réalisateurs les plus influents, tout comme celui des meilleurs artistes de l'histoire du 7e art.